ça va Aurélie? Ça va, ça va. J'ai On du mal à me dire qu'il est 9h20 du matin, mais j'aimerais bien vous voir vers minuit, ça doit être quelque chose. Enfin, en tout cas, on est tous en forme. Ça y est, c'est parti. Et avant d'accueillir notre première conférencière, surtout, vous allez vous promener toute la journée dans les ateliers, dans les conférences, dans les règles de comptoir. Et on vous donne tous rendez-vous à 18h05, parce qu'on a une belle surprise à 18h05 pour la synthèse de la journée, et puis une surprise. Donc voilà. On est en train d'équiper Aurélie. Bon, vous avez parlé du respect du timing. Vu l'envolée et l'enthousiasme, on a préféré pas couper parce qu'en plus j'ai tout filmé, je vous dis, à la 3e prise. Alors là, c'est bon, vous pouvez faire une tournée internationale, vous étiez au poil, on aurait dit Michael Jackson. Donc on équipe Aurélie qui arrive bientôt. Comme vous voyez, le plaisir, le bien-être, c'est vraiment important. On vous l'a prouvé, tout se passe bien. On vous souhaite une excellente, excellente Fabrique du Changement 2018. Merci. Mais c'était pas à moi. Et nous accueillons Aurélie Salver. Bienvenue Aurélie. Bonjour. Bonjour. Aurélie, tu es auteure, tu es entrepreneuse, nomade et surtout, je crois, une femme libre. Tu vas nous donner des conseils tirés des formations que tu donnes dans le monde entier et tu vas également nous parler de ton nouveau livre, Balance the World. En gros, tu nous proposes à tous de libérer le héros ou l'héroïne qui est en nous. Bienvenue Aurélie. Merci. Et à toi. Merci beaucoup. Bonjour. C'est super là, non? Là, on se sent bien en forme. On était en backstage en train de faire tous les exercices. Ça fait du bien, hein? On se sent bien détendu. Ok, alors je vais vous demander de faire une petite chose avant de commencer ma présentation. J'aimerais bien que vous réfléchissiez tous à une héroïne, quelle qu'elle soit, quelqu'un qui vous a inspiré dans votre vie, peut-être quand vous étiez enfant, ou peut-être dans votre vie de tous les jours, quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un que vous avez vu à la télé, quelqu'un de vivant, de décédé, quelqu'un de réel ou de fiction, ça m'est égal. Mais de réfléchir à une héroïne et la marquer un petit peu dans votre tête ou dans votre petit papier. Je vous donne quelques secondes. Je vous donne une piste, là, si vous voulez. Alors, moi, quand j'ai réfléchi un petit peu à quelles étaient mes héroïnes, je vais vous parler de plusieurs héroïnes qui m'ont inspirée. Et une des premières, c'est une héroïne un petit peu controversée. Et controversée, notamment un peu ici dans la ville de Nantes. Quand je suis arrivée ce matin, moi c'est la première fois que je viens à Nantes, et je voyais un petit peu tous les panneaux autour du tramway en fait qui parlent du passé de Nantes. Donc voilà, une des premières héroïnes pour moi, c'est Scarlett O'Hara. Alors, c'est pas facile, parce que d'un côté, Scarlett O'Hara, elle est clairement esclavagiste, elle est clairement colonialiste, et elle est blanche, elle est vraiment du côté un petit peu de l'oppresseur. Mais pour moi, ce qu'elle représentait quand j'étais petite et que je regardais sans trop vraiment comprendre, autant n'emporte le vent, c'était vraiment une femme forte. Une femme qui bousculait un petit peu les stéréotypes à l'époque, qui s'en fichait de ce qu'on pensait d'elle, si elle se mariait 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui était libre par rapport à son histoire et à son vécu. Donc pour moi, c'était une des premières. Une deuxième, quand j'étais petite, c'était Thelma et Louise. Qui est fan de Thelma et Louise ici dans l'Assemblée? Ok, on est de la même génération, parce que quand je parle à la jeune génération, ils sont là, c'est qui Thelma et Louise? Donc c'est bon, on est à peu près alignés là-dessus. Mais c'est clair de voir ces deux femmes qui partent dans un road trip comme ça, et qui se finit malheureusement assez mal, mais qui est un petit peu ce road trip d'exploration. Et libération un petit peu. Donc voilà, mais un petit peu mes héroïnes de l'enfance. Et récemment, j'ai lu un livre assez intéressant qui s'appelle Goddesses in Every Woman, déesse en chaque femme, et qui parle de la mythologie grecque, et justement des multiplicités d'héroïnes. Donc on n'est pas forcément un seul type d'héroïne, non? On est vraiment différents types d'héroïnes et de facettes.
Et elle me parle justement des archétypes un peu jungiens, et notamment de 9 héroïnes et déesses qu'elle dépeint selon leur qualité. Donc on va avoir Héra, qui va être plutôt la femme. On va avoir plutôt Déméter, qui va être plutôt la mère, Perséphone, la femme-enfant. Et on a tous et toutes des facettes de ces différentes déesses. Et pour moi, celle qui me représente le plus, c'est Artémis, en fait. C'est the big sister, non? C'est celle qui est un petit peu avec la lance et qui part de par le monde et qui va défendre ses envies, ses idéaux. Et c'est un peu Hunger Games, non? C'est un peu Arya Stark, ou c'est un petit peu ces héroïnes que l'on voit et qui défendent les valeurs dans lesquelles elles croient. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire pour que vous compreniez comment j'ai libéré petit à petit cette héroïne qui était en moi, mais qui sommeillait. Et puis à partir de là, je vous raconterai un petit peu plus de ce que je fais aujourd'hui. Alors, moi, je suis née le 28 septembre 1978 à 12h40. Donc, ma mère m'appelait tous les jours, tous les 28 septembre à 12h40, le jour de mon anniversaire, pour me dire c'est pile là, ce moment où tu es née. Et donc, du coup, je suis balance. D'autres balances dans le public? OK. Donc, je suis balance et pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup parce que vraiment, ces qualités d'équilibre et de justice et aussi un signe d'air, qui a vraiment envie d'explorer le monde et de ne pas se sentir enfermé dans des carcans, quels qu'ils soient. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Quand je suis née dans un tout petit village des Pyrénées françaises, en Ariège. Donc, ce n'est pas l'Ardèche, c'est l'Ariège. 09, on a un peu une mauvaise réputation à Toulouse, mais je ne sais pas si elle est arrivée jusqu'ici, donc je sais que les Toulousains vont rigoler, mais je ne vous en ferai pas part. On dit que les Ariégeois, ils sont un petit peu obtus, que quand l'âne avance, l'Ariégeois s'arrête. Juste pour vous donner un peu une idée, quoi. Et on est vraiment à la frontière avec l'Espagne. Donc j'ai grandi dans une région un petit peu rebelle aussi, avec des châteaux cathares qui contestaient l'autorité de l'Église catholique. Ça leur a un petit peu desservi. Ils ont tous été éliminés, brûlés en 1244. Donc il y a quand même un peu ce feu un petit peu rebelle. Mais c'est quand même un endroit un petit peu paumé. Donc moi j'ai grandi dans la campagne, la verdure, super, mais quand on est une ado, on a juste envie de faire la fête et d'être avec les amis, et ça c'était un petit peu dur. Et puis j'ai grandi dans une famille aussi assez patriarcale. Alors bon, quand j'étais petite, je ne mettais pas le mot patriarcal dessus parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais là c'était marrant, j'étais à Pentecôte justement pour le lundi de Pentecôte chez moi, enfin chez mon grand-père en Ariège. Et donc je les challenge un peu sur les conversations, c'est toujours assez marrant. Puis je leur disais, bon, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire dans les prochaines années? À mon grand-père, qui est un petit peu la figure qui a mené la famille pendant des générations, il me dit, je pense que tu devrais faire de la politique. Mais attention, pas du droit des femmes. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, les histoires de femmes, non, laisse-le pour les autres. Donc c'est un peu dans ce type d'environnement dans lequel j'ai grandi. Et du coup, quand je m'ennuyais beaucoup, j'ai lu beaucoup d'histoires. Beaucoup de livres, beaucoup de contes. J'étais fan de la mythologie grecque, des contes, des légendes, de Frison Roche. J'adorais tout ce qui me faisait un peu voyager. Et pour moi, c'était vraiment important parce que les histoires, les mythes, nous donnent vraiment des modèles. Des modèles de ce qui peut être, de ce qui existe, et nous transmettent des messages. Et ça, depuis la nuit des temps, même avant l'écriture. Donc, je suis un peu née et je me suis entourée de toutes ces histoires. Et ces histoires étaient souvent très masculines. À l'époque, à nouveau, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais éducation catholique, avec la Bible qui raconte donc toutes les histoires, mythologie grecque, où Zeus, globalement, viole la moitié des femmes qui existent, en totale impunité. Mais toutes ces histoires m'entouraient. Et je ne les questionnais pas forcément vraiment à l'époque. Alors, j'étais une bonne élève. Bonne élève, j'ai fait une prépa, parce que voilà, en France, on est dans un système vraiment élitiste, du coup, bonne élève, prépa. Et là, j'arrive à HEC, à la capitale, et là, je comprends ce que c'est d'être provincial, quand tout le monde me fait répéter « dis-les », c'est rigolo quand tu dis « les ». « Dis Rose », oh, c'est rigolo quand tu dis Rose, bon, ça suffit là. Donc, j'ai bien compris le concept, où j'étais justement un peu en minorité. Et c'était assez surprenant pour moi. Et je ne trouvais pas vraiment ma tribu.
je me sentais vraiment différente et je sentais qu'il y avait vraiment une reproduction qui avait lieu et je n'avais pas l'impression de me reconnaître dans les messages que l'on me transmettait. Alors c'était un peu déstabilisant pour moi. Du coup, je suis partie à l'étranger et mon premier déclic, mon premier moment un peu d'épanouissement, libérer justement cette héroïne dont on parlait, c'était mon accord d'échange aux États-Unis. Je suis partie en Arizona, au milieu du désert, hein, donc on parle du milieu de la campagne pour partir au milieu du désert, mais dans une école hyper internationale. Et pas faussement international, juste sur les sites web, mais vraiment avec un effort d'intégrer tout le monde et où on essayait de connaître la culture de chacun et de chacune. Et surtout avec ce côté un peu américain de « ouais, tu veux faire le tour du monde, mais pourquoi pas ?» Alors que moi, je venais justement du côté français, on me disait « mais pourquoi tu vas faire un truc pareil ?» Et puis je connais la cousine du cousin qui est allé là-bas, qui s'est fait voler son sac, etc. Vous voyez le genre. Donc du coup, pour moi, c'était « waouh !» Tout d'un coup, des gens peuvent entendre ce que je veux faire. Et du coup, après mon diplôme, je suis partie bien vite et je suis allée de l'autre côté de la frontière et je suis partie à Barcelone. À Barcelone pour plein de raisons, mais une des raisons les plus importantes pour moi, c'était vraiment les valeurs qui existent à Barcelone. C'est une ville vraiment activiste, une ville qui se veut féministe, une ville qui est fière de ses valeurs et de son identité. Pour moi, ce qui est un des symboles les plus importants, c'est les castellers, non? Ce qu'on voit un petit peu dans toutes les fêtes à Barcelone, avec la piña, non? Qu'ils appellent, où justement, c'est vraiment un symbole pour moi de la collaboration en temps réel. Et donc, on a la piña de personnes qui sont tout en bas et qui sont hyper serrées pour s'assurer que si on tombe, elles sont là pour nous retenir, et ensuite à monter progressivement, et les plus petits sont vraiment en général une petite fille ou un petit garçon de 10-12 ans, avec un petit casque qui monte, comme on voit là, 8 étages. Et pour moi, c'est toujours un moment très émouvant, parce que je sens cette solidarité, et c'était vraiment important pour moi de trouver une tribu qui me ressemble. Et je pense que c'est aussi quelque chose que vous cherchez, non, comme acteur et actrice de changement, comment trouver une tribu qui nous ressemble. Alors du coup, à partir de là, le petit gusanillo, comme on dit, le petit ver, le petit virus du voyage, s'est instillé en moi. Et je suis partie en voyage, 6 mois en Asie. Premier moment de backpack à l'époque où il n'y avait pas vraiment WhatsApp, il n'y avait encore que des cybercafés. Et du coup, maman m'a dit, bon, ok, tu peux y aller, mais tu m'écris. Et tu écris un blog tout le temps. Et c'est la naissance du blog, c'est la naissance de l'écriture pour moi. Et c'était un moment un peu magique d'être dans les trains en Inde, d'écrire ce qui se passait sur des cahiers, puis après dans les cybercafés pendant 1h30 et de retaper le truc comme ça. Et ça a été un peu le début de ce rapport avec les mots et avec les histoires que je racontais pour une fois, que je ne faisais pas seulement qu'entendre. Alors quand je suis revenue, j'ai eu envie de donner et d'avoir une carrière qui soit vraiment plus dans l'impact social. Alors je suis partie en ONG, chez Oxfam, puis je me suis dit oui c'est bien, mais j'aimerais plus être avec des personnes qui changent le monde dans leur communauté. Parce que je voyais justement quand on travaillait avec des grandes ONG comme Oxfam en Éthiopie, on travaillait avec les personnes les plus vulnérables dans une région spécifique du pays, mais tous mes amis à Addis Abeba qui essayaient de changer les choses, ceux-là, on n'en entendait pas forcément parler. Donc c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat social et un livre de David Bornstein, non, Comment changer le monde, et apprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Et du coup, j'ai rejoint Ashoka et je réalisais en voyant d'autres personnes qui étaient leurs propres chefs, les chefs de leur propre vie, que c'était ce dont j'avais envie. Mais comme toute balance, j'avais beaucoup de mal à choisir. Il y avait plein d'options qui s'offraient. Donc l'idée était, pour moi, j'étais un peu une entrepreneur en recherche de projets. Oui, je voudrais quelque chose qui soit global, je voudrais quelque chose qui ne m'attache pas géographiquement, j'ai envie d'air, j'ai envie de quelque chose qui soit viable au niveau économique, lié au genre et positif. Alors, c'était pas facile, il fallait un peu créer à nouveau le chemin, d'une certaine façon. Et du coup, j'ai fait plein de choses, essayé plein de choses, certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. La première chose que j'ai faite, c'est de rejoindre des réseaux. À nouveau, trouver ma tribu, essayer de connecter avec d'autres personnes qui me ressemblaient un peu ou qui, du moins, avaient les mêmes aspirations.
Donc ça a commencé un petit peu comme ça, et retrouver des amis de TEDx, de Sandbox, de Make Sense. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une personne de Make Sense qui m'accueille. Vraiment retrouver cette famille globale. Et j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de monter un Impact Hub, j'ai essayé de monter des voyages d'innovation, puis j'ai été virée de mon travail qui me disait bon, c'est bien joli, mais si tu veux monter ta boîte, vas-y. Donc des moments aussi difficiles et des moments aussi positifs. Pour moi, un des moments les plus positifs, ça a été la création de TEDx Barcelona Women, où justement on mettait sur une scène comme ici des personnes qui essayaient d'avoir un impact positif en termes de parité. Et c'était ce qui me montrait un petit peu le chemin. Alors de là, j'ai organisé des ateliers de storytelling, plutôt pour femmes entrepreneurs. Et ça a commencé de mon envie de coacher des speakers sur le TEDx, parce que j'adorais essayer de leur faire accoucher de leur histoire. Non, poser des questions, leur dire mais quelle est ton histoire véritablement et pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Et petit à petit, je réalisais en fait que les histoires que l'on voit manquent terriblement de femmes. Donc il y a ce compte Twitter qui s'appelle All Male Panel. Et donc quand vous allez à une conférence, par exemple, vous pouvez prendre une photo et leur envoyer justement pour le mettre sur leur blog et montrer un petit peu à voir cette réalité des panels qui bien souvent sont très masculins. Michel Perrault parle de ça, des femmes, des silences de l'histoire. Moi j'ai appris de Napoléon, de Charles Martel, de Charlemagne, de Clovis. Mais où étaient les femmes dans notre histoire, à part Jeanne d'Arc, qui était vierge et qui entendait des voix? Bon, voilà quoi. Et on parle de l'histoire et de nos livres d'école, mais on parle aussi de nos films. Non, UN Women a analysé un petit peu les films un peu partout dans le monde. Et rencontre, en termes de réalisateurs, on a simplement 21% de réalisateurs qui sont femmes, seulement 23% de nos films qui montrent des femmes protagonistes, et seulement 31% des rôles qui sont tenus par des femmes. Donc il y a vraiment, sans qu'on s'en rende compte, une différence dans les histoires que l'on entend et que l'on voit. Mais ce n'est pas que les histoires, c'est aussi les rues. En France, on a simplement 2% des rues françaises qui portent le nom de femmes. Donc c'est vraiment l'idée que l'on n'a jamais fait rien d'assez important pour avoir le nom d'une rue, d'une place, d'un rond-point, d'un square. Moi, à Toulouse, j'habite rue Édouard du Laurier. Qui sait ce qu'a fait Édouard du Laurier? Non. Mais seulement 2%. Donc à nouveau, quelle histoire on raconte? À la télé, pareil. Simplement 20% des experts sont des femmes. Donc on interviewe des femmes à la télé, mais plutôt comme témoins. On les interviewe plutôt comme victimes, mais rarement comme expertes. Et en termes de films, vous avez vu un petit peu le dernier Festival de Cannes, mais sur tous les films qui ont été en compétition à Cannes depuis 1946, on a 1727 réalisateurs masculins et 82 féminins, dans tout le choix de la compétition. On parle de 5%. Et sur ces 5%, de toutes les palmes d'or, seulement une a été donnée à une femme, à Jane Campion pour la leçon de piano. Donc à nouveau, et ça ne veut pas dire qu'on ne réalise pas de films, ça veut dire que ces films, on ne réalise pas beaucoup de films, mais aussi que ces films soit ne voient pas le jour, soit ne sont pas diffusés. Et au-delà des histoires qui nous entourent, on a aussi des expressions, langage, des narratifs extérieurs qui nous racontent un petit peu la même chose. Alors on a les mythes, bien évidemment, de Ève, qui est un petit peu la cause de tous les problèmes. On a le mythe de Pandore dans la mythologie grecque, ouvrir la boîte et ouvrir la porte à tous les maux et à toutes les maladies. Et puis les expressions. À nouveau, je conduisais donc pour aller en Ariège avec mon père à côté. J'étais là, non mais fais attention, là. Tu es sûr que tu as passé la 6e? Non mais regarde, il y a le camion qui arrive là. Avec cette idée, non, femme au volant, bon, retourne. Donc ce sont tous ces narratifs qui ont un impact. Ça semble être des choses minimes. Et
tous ces narratifs ont un impact majeur et on le voit vraiment, moi quand je donne des cours à des petits enfants en fait, de 6, 7 ans, et pour ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants, vous voyez un petit peu le changement avec justement l'adolescence où l'estime de soi baisse dramatiquement, et je ne vais pas forcément parler de la partie physique également, mais un gap de confiance qui se construit progressivement avec tous les messages que l'on nous envoie. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle The Confidence Code sur ce thème et qui parle justement de femmes puissantes dans le monde, mais qui sont également confrontées à ce qu'on appelle ce syndrome d'imposteur, ce sentiment de « j'ai pas fait assez pour être là, je ne suis pas encore assez légitime ». Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'en apercevoir à un moment donné. Et pour moi, ce qui était important, c'est, quand je parle dans mes ateliers, de faire en sorte que chacun et chacune se rende compte que ce gap de confiance, il n'est pas individuel, il est collectif. C'est vraiment simplement le symptôme de narratifs que l'on nous vend depuis 3000 ans, en fait. Un autre livre intéressant, c'est de Brené Brown, I Thought It Was Just Me. C'est un peu cette idée-là, de se rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'unique, c'est vraiment quelque chose de systémique. Alors pour moi, j'aime beaucoup cette citation d'Angela Davis qui dit « I'm no longer accepting the thing I cannot change, I'm changing the things I cannot accept ». Donc je ne veux plus accepter les choses que je ne peux pas changer, au contraire, j'essaie de changer les choses que je ne peux plus accepter. Et donc c'est de là qu'est née mon organisation actuelle qui s'appelle Shift Balance. Et ce qu'on fait, c'est justement chercher des solutions et se dire, on va transmettre un côté positif et se dire sur ce thème de l'égalité, comment on peut rechercher des solutions et en diffuser au plus grand nombre pour faire en sorte que tous et toutes, on devienne actrices de changement aussi en termes de parité. Donc on fait des recherches, on fait des formations, et un peu partout dans le monde, et moi je suis très intéressée aussi par le Proche, Moyen-Orient et l'Asie du Sud en fait. Aussi parce que ces pays, de la même façon que le collectif féminin, sont aussi victimes de narratifs hyper négatifs. Non, quand je reviens du Pakistan, on me dit « oh là là, comment c'était quoi ?» Donc on a vraiment cette image dramatique des pays à mauvaise réputation. Et pour moi, c'est intéressant d'aller là-bas et de confronter les propres narratifs que j'ai en moi par rapport à ces endroits et surtout par rapport à leurs femmes. Non, ici, en Europe, on a souvent tendance à penser, bon, femmes musulmanes, femmes opprimées, ou on a tendance à penser, voilà, dans ces pays-là, elles ne peuvent pas sortir, elles n'ont pas forcément le choix, etc. Donc c'est aussi confronter mes propres narratifs et aller et revenir ici et partager un petit peu mon expérience et voir toutes les ressources qu'ont ces femmes pour challenger leur propre histoire. Donc on travaille beaucoup là-dessus, dans différents endroits. Et on a notamment tourné un documentaire sur le thème de la masculinité au Pakistan. Et ça, c'était hyper intéressant. Il s'appelle Merd Ban, Be a Man. Parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis aperçue de quelque chose qui existe aussi ici, que la façon dont on éduque nos garçons, qui vient des mêmes narratifs patriarcaux, fait en sorte que nos garçons ne peuvent pas exprimer la gamme entière de leurs émotions. Non, quand on est petit, ok, ça va, on peut crier, on peut pleurer, on peut se battre, mais petit à petit, par nos expressions, par les films aussi, la culture, tous les narratifs qui nous entourent, on engage les garçons à aller vers la violence comme un moyen de régler leurs conflits et surtout à supprimer leurs parties plus vulnérables, plus tendres, plus sensibles et surtout pas l'exprimer sous le risque d'être confrontés au bullying, au harcèlement, à d'autres violences. Avec un isolement hyper fort également, un isolement déjà émotionnel. Donc les amis que je rencontrais au Pakistan, qui étaient jeunes, me disaient, moi j'ai un ami sur lequel je peux compter, c'est tout. C'est la seule personne à qui je peux vraiment raconter ma vie. Les autres, je mets un masque, je fais une façade. Et donc pour moi, c'était vraiment intéressant de montrer aussi cette partie-là dans le pays, mais ailleurs, parce que c'est quelque chose qui nous affecte à tous. Quand on parle de parité, on parle vraiment des deux côtés. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de lier le storytelling avec le genre et de se dire comment ces scripts de genre nous conditionnent et nous rendent malheureux, en fait, hommes et femmes. Nous enferment dans des boîtes, non, dans une boîte qui est plutôt
qui nous réduit, non, pour les filles, et une boîte qui nous surgrandit parfois pour les hommes, mais dans lesquelles ni l'un ni l'autre ne se sentent vraiment à l'aise. Et comment on challenge un peu chacun et chacune nos boîtes, en sachant que c'est forcément plus difficile pour les hommes de challenger leur boîte, parce que d'une certaine façon, ils bénéficient aussi du pouvoir de la structure globale. Mais c'est dire que on a beaucoup plus de suicides, on a beaucoup plus de sans-abri, on a beaucoup plus de criminalité, on a beaucoup plus de violence, on a beaucoup plus de personnes emprisonnées dans notre population masculine. Donc il y a vraiment une souffrance qui est aussi présente et dont on n'est pas forcément conscient. Donc c'est se dire, les stéréotypes de genre nous affectent à tous les deux en fait. Et du coup, on a eu envie de montrer encore plus de solutions. Donc moi j'avais cette bougeotte qui ne s'est pas arrêtée. Alors j'ai laissé mon appartement à Barcelone, c'était difficile, j'ai gardé ma ligne téléphonique, hein, on ne sait jamais. Mais j'ai laissé un petit peu cette ville, ce port d'attache, pour partir dans le monde et devenir véritablement nomade. Et du coup j'ai rassemblé tout le blog que j'avais commencé donc, en 2005 avec ma maman et en faire des chroniques et raconter un petit peu toutes ces histoires. Et là, c'est la mosquée de Lahore, en fait, au Pakistan. Mais surtout, ce que l'on a fait, c'est, avec l'ambassade de France, au Pakistan, on a rassemblé des solutions. On a fait un peu un toolkit, non, le féminisme pour les nuls, globalement. Donc, l'idée était de rassembler des solutions pour différents thèmes, en se disant, voilà, de l'éducation, en passant par le leadership, en passant par la violence, le sexe, la masculinité, la politique. Dans chaque secteur, comment on peut faire en sorte de, 1, expliquer très facilement quel est le problème, 2, montrer des solutions, des projets qui existent partout dans le monde et qui utilisent différentes tactiques. Des tactiques de design, des tactiques plutôt d'infiltration, des tactiques plutôt de guérilla. Différentes tactiques qui peuvent être reproduites n'importe où dans le monde, en fait. Et, dernière partie, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel ? Parce que parfois, ça paraît tellement énorme qu'on ne sait pas comment s'y attaquer. Ou surtout, quand on parle de ce problème, on parle souvent du problème, justement. On reste dans cette partie-là. Alors voilà, maintenant, je joins l'utile à l'agréable et je vais un petit peu partout dans le monde travailler, surtout avec des jeunes, la jeune génération, et les inviter à devenir acteurs et actrices du changement de ce côté d'équilibre et de parité. En disant, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que maintenant, la chance que l'on a, c'est qu'avec le nouveau média, on peut devenir activiste beaucoup plus facilement. On peut, chacun et chacune, écrire un blog, monter une chaîne YouTube, avoir un podcast, développer justement différents médias. Et il y a aussi une réflexion sur mon mode de vie, en fait. Mon mode de vie est aussi un peu une façon d'incarner ce que je raconte. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un privilège. Je suis blanche, j'ai un passeport français, 170 pays où on peut aller sans visa. Passeport pakistanais, 28. La plupart, des îles. Comme ça, tu ne sors pas, tu restes. Donc la chance d'être blanche, d'avoir un passeport français, d'avoir des études. Donc ça, c'est clair que c'est un privilège, mais c'est vrai que peu de femmes ont la liberté dont je bénéficie. Et pour moi, c'est aussi essayer de transmettre cette image et ce rôle à d'autres jeunes filles un peu partout. Donc chacun peut créer vraiment son propre chemin, et chacun et chacune peut créer sa propre histoire. Et ça n'a pas été sans haut et bas, comme j'ai dit. Parfois, on est là, genre, bon, ben maintenant où je vais. Mais c'est vraiment cette idée de créer sa propre histoire. Et de la raconter. Ce n'est pas simplement le fait de la créer, mais c'est aussi de la raconter. Parce que ce sont ceux et celles qui racontent leur histoire qui dirigent le monde. Donc, une des premières étapes et un des premiers conseils que je vous donnerai, comme homme et comme femme, c'est d'apprendre à connaître le rôle des femmes dans l'histoire. Parce que, par exemple, à nos petits garçons, on lit beaucoup d'histoires de garçons, à nos petites filles, on lit beaucoup d'histoires de garçons, mais on lit rarement des histoires de petites filles à nos petits garçons. Et justement, on voit en quoi ce phénomène ne développe pas l'empathie entre petits garçons et petites filles. Donc l'idée est vraiment de connaître mieux notre rôle dans l'histoire.
de différentes façons, différents livres. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était When God Was a Woman. Non, on oublie complètement cette période de l'histoire qui était justement avant nos religions monothéistes, patriarcales, mais où on vénérait justement une déesse femme et où les sociétés étaient organisées de façon beaucoup plus collaborative, avec beaucoup moins de domination, avec beaucoup moins de violence en fait. Donc c'est à nouveau se réapproprier de ces narratifs-là et comprendre comment ils fonctionnaient. Comprendre que dans beaucoup de traditions, la première femme, ce n'est pas Ève, c'est Lilith, non qui est dans la tradition juive, de dire Lilith avait été créée à l'égal d'Adam, mais elle n'a pas voulu se soumettre à son autorité. Et du coup, hop, on l'a éjectée du paradis et on l'a remplacée par une beaucoup plus docile Ève, en la créant de la côte d'Adam. Et Lilith est devenue, dans notre imaginaire, un démon, une femme démoniaque qui nous poursuit et qui tue nos enfants. Donc, à nouveau, un mythe qui est important de connaître pour connaître notre rôle dans l'histoire. Plein de bouquins sont hyper intéressants justement sur ce thème-là, comme Rad Women Worldwide, pour connaître d'autres histoires quand je vous parle d'héroïnes, et trouver justement plus d'inspiration. Goodnight Stories for Rebel Girls, ça a été un livre d'une centaine de portraits, très bien illustrés, de femmes de partout dans le monde, en fait, et qui a été traduit dans plein de langues. Je ne sais pas quel est le nom en français, mais qui a été traduit en français aussi, et qui a été le livre sur Kickstarter qui a levé le plus de fonds. Ils ont levé $1 million pour un projet Kickstarter créatif. Donc c'était quelque chose, ça a été un succès phénoménal. Donc il y a vraiment une envie, un besoin de connaître cette partie alternative de l'histoire. J'étais en Australie, Nouvelle-Zélande, ils ont un magazine qui s'appelle Womankind et qui parle justement de toute notre histoire et ce que l'on a pu accomplir à différents moments. En France, on a Culotté, que vous avez peut-être déjà lu, de Pénélope Bagieux, qui raconte à nouveau d'autres histoires. Et on a d'autres possibilités, mais vraiment l'importance de raconter. Non, on parle de la campagne de MeToo, c'est fabuleux, on libère la parole. Mais justement, c'est là qu'on se rend compte combien la parole n'était pas libérée, non, combien justement ces histoires que j'entends au quotidien n'ont pas été partagées. Donc comment on peut partager encore plus nos histoires ? Comment on peut, MeToo, on parle de 18 millions de personnes qui ont partagé leur expérience. On parle de Cannes, où enfin les femmes se mobilisent pour la première fois et montent sur les marches du festival et incarnent ces 82 femmes dont je vous parlais tout à l'heure en disant, voilà, sur toute l'histoire du festival, seulement 82. Et en réclamant justement une plus grande visibilité. Donc il y a vraiment une réappropriation progressive de l'histoire. Une BD qui est très chouette aussi, c'est de Myriam Mal en Belgique, qui s'appelle L'impunité des hommes célèbres et qui donne différents exemples d'impunité dont on parle beaucoup, notamment dans le milieu du cinéma. Ou Emma, que vous avez sûrement connu, qui parle de la charge mentale. Non donc, à nouveau, un élément d'activisme, les comics. Non, comment on montre un phénomène qui est complexe, les stéréotypes de genre, bon, qu'est-ce que c'est? Mais là, du coup, on les comprend bien mieux quand on les voit en dessin, en rigolant, en s'amusant, et on se dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça chez moi. » C'est-à-dire, oui, peut-être qu'on répartit la charge de travail de façon égale à la maison, mais toute la charge mentale de l'organisation, elle n'est peut-être pas si bien répartie que ça. Et un autre magazine que je vous invite à connaître aussi, c'est Femmes d'ici et d'ailleurs, qui a été mis en place il y a peu de temps, justement parce qu'un photographe se rendait compte que quand il essayait de vendre ces images du monde entier de femmes à des médias, les seules images et photos qui étaient achetées représentaient un certain narratif, le narratif qui nous allait bien, de femmes plutôt victimes ou de femmes qui subissaient un petit peu l'histoire. Et rarement de femmes agissantes. Donc Femmes d'ici et d'ailleurs raconte, c'est un bimensuel qui raconte justement ce type d'histoire. Donc si vous voulez faire un cadeau pour Noël, ça peut être une bonne idée. Donc je vous donne d'autres projets, plein de projets qui existent dans le monde. Il y a aussi The Atlas of Beauty, qui est fait par une photographe roumaine,
qui montre plein d'images de femmes partout dans le monde. Donc il y a le blog, mais il y a aussi un livre qui donne justement cette diversité et cette variété de représentation de femmes un peu partout dans le monde. Et puis des histoires aussi à la télé, dans le cinéma. Certains d'entre vous ont dû lire ou voir le film Wild, non, où Reese Witherspoon justement prend son sac à dos et part sur le Pacific Trail, non, et démarre un peu cette longue route à pied avec tout le travail un petit peu personnel que ça suppose. Et du coup, Reese Witherspoon, qui s'est justement rendu compte de la différence entre les histoires, a décidé de créer une société de production sur ce thème-là et a produit une autre série que je vous invite vraiment à voir, qui s'appelle Big Little Lies, qui est dans une ville plutôt bourgeoise de Californie, qui est assez intéressante, justement. Je ne vous parle pas de l'histoire, mais qui donne une autre image à nouveau. Et puis j'imagine que beaucoup d'entre vous regardent La Servante écarlate. Il y a des fans dans le public, ouais. Donc La Servante écarlate, à voir. Ça fait peur, c'est stressant, mais vraiment à voir. Parce que si on ne se bouge pas, tous et toutes tels qu'on est aujourd'hui, on a quand même le risque d'arriver à ça, avec les systèmes qui nous entourent. Donc Margaret Atwood a écrit ce livre qui a été adapté sur Hulu et qui parle justement d'une société qui va vers une baisse de la fertilité, ce qui nous arrive aujourd'hui, et le fait qu'une secte radicale chrétienne prend le pouvoir aux États-Unis et met en esclavage des femmes qui sont encore fertiles. Et c'est vraiment très fort de voir comment on passe d'un système démocratique à un système totalitaire en très peu de temps et comment on peut vraiment sortir de ce type de message-là. D'autres recommandations sur Netflix, Alias Grace, aussi écrit par Margaret Atwood, une autre belle histoire. Et puis, si vous avez envie de rigoler, Je ne suis pas un homme facile. Qui a vu Je ne suis pas un homme facile sur Netflix? Oui, quelques-uns ici, d'Eleanor Pouria, qui inverse les rôles entre hommes et femmes. Donc c'est un très beau film, très subtil, mais qui met un petit peu le doigt sur des inégalités qui nous paraissent peut-être quotidiennes et qui, quand on échange les rôles, donc une autre tactique d'échanger les rôles, nous paraissent beaucoup plus choquantes. Donc voilà. Beaucoup de nouveaux médias utilisent justement cette possibilité de casser le système de pouvoir en se disant, bah voilà, on peut faire des newsletters et raconter une autre histoire, que ce soit Mademoiselle, que ce soit Les Glorieuses, que ce soit les Nouvelles News, Georgette Sand, puis des podcasts aussi, qui n'ont pas besoin de vendre à des chaînes. Moi, je le vois, j'ai des amis qui travaillent à la télé, pour vendre d'autres narratifs à des chaînes, les chaînes nationales, c'est devenu extrêmement difficile. Donc, comment on utilise les médias alternatifs pour faire entendre une autre voix, notamment donc, le podcast La Poudre, qui raconte l'histoire de femmes inspirantes. Et LaLab, qui connaît LaLab ici parmi vous? Ça vous dit quelque chose? Donc LaLab, ça a été créé par Sarah Zouak et un collectif qui est parti justement filmer des femmes musulmanes un peu partout dans le monde et est revenu, fait ce qu'on appelle le Women Muslim Sense Tour. Et quand elle est revenue, elle a fait un petit peu des projections sur ce thème-là et s'est aperçue que la façon dont on dépeignait les femmes musulmanes dans les médias français était extrêmement caricaturale et stéréotypée. Donc, ils ont créé cette association, ce collectif et ce média online qui s'appelle LaLab, L-A-L-L-A-B, avec cette volonté de changer le storytelling, changer le narratif sur les femmes musulmanes et justement se réapproprier la façon d'en parler. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des initiatives autour de nous qui nous permettent de changer notre alimentation en histoire. Non, on parle souvent de changer sa façon de manger pour justement se sentir mieux. C'est aussi important de changer notre alimentation en histoire extérieure de façon à changer notre propre histoire intérieure, plus personnelle. Alors, moi, j'aime beaucoup cette partie de storytelling et on est vraiment conditionné par les histoires que nous nous racontons nous-mêmes. Quelles sont les histoires que l'on se raconte dans notre petite voix intérieure quand on vient sur scène, quand on vient à un événement comme ça, qu'on a peut-être du mal à rencontrer quelqu'un avec qui parler à la pause, quand on regarde les personnes qui sont sur scène et on se dit bah, « je ne sais pas si j'ai fait grand-chose, moi ».
c'est plein de fois ce qui m'arrive dans plein d'événements. Toutes les histoires que l'on se raconte. Donc, une écrivaine et chercheuse que j'aime beaucoup, c'est Brené Brown, non, qui parle de la vulnérabilité et qui parle de l'importance de nous accepter tels que nous sommes et de se savoir méritant, en gros, et méritante d'amour et d'appartenance. Donc, elle travaille beaucoup sur ce thème, sur le thème de la honte, de la vulnérabilité. Et puis la partie aussi de corporelle. Non, Amy Cuddy parle dans un TED Talk qui est assez connu de la façon dont notre langage corporel impacte non seulement ce que l'on transmet à d'autres, mais aussi l'image que l'on a de soi. Donc comme ça fait un petit moment que je parle, je vais vous demander de vous lever un petit peu et de pratiquer ce que Amy Cuddy prône, justement quand on est dans un moment où on a besoin de se sentir un peu plus en puissance. C'est ce qu'elle appelle la power pose. Non, et la power pose, il y en a plusieurs. Donc il y a la power pose de Wonder Woman, qui est comme ça. Il y a la power pose qui est plutôt je fais un Skype et je m'en fous. Et il y a la power pose de je viens de gagner la course. OK? Donc, je vais vous demander d'en choisir une et de la tenir pendant au moins 30 secondes, mais justement de sentir ce sentiment de pouvoir et ce changement de narratif en interne. On y va? 3, 2, 1. Yeah. Profitez-en pour respirer. Merci, merci beaucoup. Ça fait du bien un peu, non, de s'étirer un petit peu. Merci. Ce qu'elle dit, Amy Cuddy, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez, c'est qu'en fait, en faisant une power pose comme ça pendant simplement 3 minutes dans les toilettes, avant de monter sur scène, avant d'aller à une conférence, avant de passer un entretien d'embauche, on se sent beaucoup plus en confiance, en puissance, et justement, on est beaucoup plus performant et performante. Donc voilà, quelques petits conseils pour finir. Acceptez les compliments et donnez-en. C'est gratuit, c'est facile. Non, j'aime beaucoup ta robe, j'aime bien tes cheveux, j'aime bien, merci pour ton sourire, des petites choses. Et quand on vous le dit, répondez merci. Non? Donc, il y a une vidéo de Amy Cuddy qui est assez sympa là-dessus, non? Quand on vous donne un compliment, en général, on est hyper fort pour raconter, pour s'excuser en fait. Oui, non, ma robe est jolie, non, mais en fait, c'est ma belle-sœur qui me l'a donnée parce qu'elle n'en voulait plus. Donc, justement, essayez de ne pas dégrader le compliment qu'on va vous donner, mais juste dire merci, même si le réflexe, c'est justement de presque se justifier. Arrêtez de s'excuser. En tant que femme, on s'excuse beaucoup. Donc il y a cette pub de Pantene, sorry not sorry, non, mais notre tendance justement à s'excuser un petit peu constamment. L'idée n'est pas d'être impoli, mais justement d'essayer d'être un peu plus conscient du langage. Non, la première façon de changer notre narratif intérieur, ça va être de changer notre langage. Et d'éviter d'utiliser un langage un peu diminutif, non, d'arriver sur scène, bon, je vais vous parler de mon petit projet, et surtout, j'étais à un événement il n'y a pas très longtemps de Women Empowerment, toutes les intervenantes sont arrivées sur scène en se diminuant, en fait, en disant oh, « je ne sais pas si je vais parler aussi bien que la personne d'avant ». Ou bon, je ne suis pas encore hyper préparée parce que bon, voilà, j'ai fait mon slide la semaine dernière, merci. Donc toujours cette partie-là de justification. Essayez d'éviter ce genre de phrase, surtout quand on arrive sur scène, justement au départ. Et puis le travail du jugement, non, on ne juge jamais autant, avec autant de dureté que sa propre personne. Donc faire un peu plus de distance avec ce jugement et ce jugement des narratifs, s'apercevoir que nous sommes une multiplicité d'histoires, nous sommes plein de choses. Je suis nomade, mais je suis aussi anxieuse. Je suis plein de choses, je ne suis pas une seule histoire. Et selon la journée, je vais incarner un peu plus cette histoire-là. Et enfin, la pratique la plus belle pour moi, c'est vraiment pratiquer la gratitude, tout l'impact que ça peut avoir au niveau de l'ego, au niveau de notre propre positivité. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'inquiéter beaucoup
et à passer beaucoup de temps dans mon monde intérieur à réfléchir et parfois à imaginer des scénarios très, très négatifs, comment je développe justement ma propre habitude de juste regarder autour de moi et me dire oh, il fait beau aujourd'hui, je pensais qu'il n'allait pas faire beau et qu'il allait pleuvoir. Merci d'être là, merci d'avoir cette possibilité, non, de pratiquer un petit peu. Donc ça, le pouvoir de la gratitude. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Quelle histoire vous allez choisir pour vous-même quand on vous rencontre à la pause? Qu'est-ce que vous allez raconter de vous-même? Quelle histoire vous allez choisir de raconter? Il y en a plein. Et ce qui est génial, c'est un peu comme les dates, non? Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous dites, je peux vous raconter n'importe quoi. Je peux vous dire l'histoire où je suis un peu la loseuse qui n'arrive jamais à rester avec quelqu'un, ou au contraire, la personne qui est super libre, indépendante, etc. Je peux choisir l'histoire que je vous raconte. Donc, essayez de le faire de façon beaucoup plus consciente, parce qu'on est un peu le héros et l'héroïne de notre propre histoire. Il n'y a que nous qui écrivons cette histoire, en fait. On a vraiment cette capacité d'écrivain. Jung disait, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, mais je suis vraiment ce que je décide de devenir. Et on a ce pouvoir de changer ce narratif et de développer cette partie positive de nous-mêmes. Donc voilà. Il y a une potentielle héroïne en chacun de nous, en chaque femme, mais en chaque homme aussi, moi je crois vraiment. Comment? Oui, absolument. Donc ma question, c'est vraiment de savoir quelle est la vôtre. Merci beaucoup. Attends. Je reste? Oui.